semaine avant le référendum au Québec, un autre peuple décide de son avenir. Les Cris de la baie James sont inquiets depuis un bon moment. Ils vivent depuis toujours dans cette région qu'ils considèrent à eux. Ils craignent de devenir de simples pions dans cet affrontement entre peuples blancs. Depuis des semaines, ils demandent à Ottawa ce qu'il adviendra d'eux si les Québécois décidaient de se séparer du Canada. Ils ne reçoivent pas de réponse. Let me make it very clear. We are not in the federal camp. We are not in the provincial camp. We are in the Cree camp. Mais ce ne sont pas les Cris qui inquiètent le plus Jacques Parizeau. Ils croient qu'ils ont déjà cédé leurs droits territoriaux. Ce n'est pas le cas des 5 nations qui vivent le long du fleuve Saint-Laurent, et plus particulièrement des Mohawks qui vivent autour de l'île de Montréal. Come on! Shoot! Shoot! Get him out of here! Il y a 6 000 ou 5 000 Mohawks. On sait quelle capacité ils peuvent avoir pour bloquer les ponts ou créer des problèmes. Tous se souviennent de la crise d'Oka de 1990. Depuis, aucun gouvernement n'a réussi à imposer sa volonté aux Mohawks. Jacques Parizeau le sait et il y réfléchit depuis longtemps. Il jongle avec une solution pour le moins étonnante. Il y a une solution facile pour un Québec souverain. C'est de dire, bon, écoutez, jusqu'à ce que la question soit réglée autrement, vous tenez à être le gouvernement, fonctionner avec le gouvernement fédéral, même si vous ne considérez pas comme Canadiens, comme les Mohawks. Vous tenez à fonctionner. Parfait. Continuez. Le gouvernement fédéral garde ses responsabilités fiduciaires et nous, on attend du gouvernement fédéral qu'il maintienne l'ordre dans les réserves et puis que... voilà. C'est simple. C'est tordu. Mais ça pourrait marcher. Parizeau sait fort bien qu'une telle situation ne pourrait être que temporaire et instable. Car sa position fondamentale reste que l'intégrité du territoire du Québec n'est pas négociable. On est prêt avec un problème. On dit, quelle est la solution? Il y a bien des gens qui écrivent toutes sortes de choses, mais on ne travaille pas en fonction d'une perte, on travaille en fonction d'un succès. Et puis, deuxièmement, tout le monde le reconnaît, à 15 jours avant le référendum, ça allait très bien. Il y avait une certaine arrogance, un sentiment que nous allions gagner de toute façon. Pourquoi faire des vagues? On ne peut pas prendre pour acquis que les choses vont se dérouler telles que nous le voulons. Il faut imaginer le pire et se préparer à partir de là. Les hauts fonctionnaires, eux, se préparent discrètement. Depuis quelques semaines, ils font des plans d'urgence sur des sujets aussi délicats que l'intégrité territoriale d'un Québec souverain et sa part de la dette nationale. Officieusement, ils discutent même de la survie du gouvernement de Jean Chrétien advenant une victoire du oui. S'il y avait un référendum disant oui clairement, et s'il y avait après ça une négociation pour la division du Canada, effectivement la division du Canada, la population du Canada ne pourrait pas accepter que d'un côté, nous avons les représentants de la province du Québec et de l'autre côté, nous avons un Québécois comme représentant du gouvernement du Canada. À Québec, Jacques Parizeau est prêt. Il entend profiter de la confusion à Ottawa. Une série d'actions va rendre une victoire du oui irréversible. Il faut d'abord rendre officiel le verdict du référendum, qui n'est qu'une consultation populaire. L'Assemblée nationale va s'engager formellement à réaliser la souveraineté. Il faut à tout prix éviter un long débat. Dans les 48 heures après le référendum, on convoquait l'Assemblée nationale. Et on déposait une motion en un article. Il faut que des fédéralistes se rallient au verdict. Son bureau a déjà établi des contacts avec les libéraux pour négocier un texte qu'ils accepteraient. Il était clair que peut-être certains des députés libéraux voteraient pour une motion indépendante. Ils sont libellés, bien sûr, mais pourraient voter pour ça. Et ça, c'était très intéressant. C'est très, très, très intéressant.
Dans les dernières heures de cette campagne, des fédéralistes manifestent sur le pont interprovincial entre Ottawa et Hull. À Ottawa, après la manifestation sur le pont, les ministres Alan Rock, Anne McClellan, John Manley et certains de leurs conseillers se rencontrent au bureau de Rock. À quelques heures du scrutin, ils s'interrogent sur les mesures à prendre si le oui gagne. Quelle est la situation constitutionnelle dans une telle circonstance? Est-ce que le vote a un effet purement politique ou est-ce que le vote dans un référendum a un effet légal? Étant donné que c'est un effet politique et pas légal, comment peut-on confronter les questions légales d'une façon appropriée? Quelle sorte de question est appropriée dans un tel référendum? Quelle sorte de réponse? Quel pourcentage? Quoi faire si le oui l'emportait? Ce sont des questions auxquelles on n'avait pas de réponse le 30 octobre 1995. Et jusqu'à mi-octobre 1995, ce n'était pas nécessaire de confronter ces questions. Il va demander à la Cour suprême du Canada d'y répondre. Mais Rock craint d'être dépassé par les événements. Franchement, ma plus grande inquiétude, c'était que, avec un vote pour le oui très mince, le gouvernement du Québec aurait déclaré unilatéralement l'indépendance du Québec. Jacques Parizeau s'est fixé un délai d'1 an pour réaliser la souveraineté du Québec, avec ou sans entente avec le reste du Canada. Durant cette période, il y aura des négociations de partenariat, mais rien ne le fera reculer ou ralentir. Parizeau sait que tout repose sur la crainte qu'il inspire au reste du Canada. Si le Canada sait que s'il le faut, on ira à une déclaration unilatérale, qu'on est prêt à une déclaration unilatérale, qu'on a pris toutes nos dispositions pour une déclaration unilatérale. Alors peut-être, une fois que la mauvaise humeur sera passée, ils deviendront bien plus parlables. Un ministre fédéral se sent particulièrement mal pris depuis quelques semaines. David Colnett est responsable de la sécurité interne du pays. Honnêtement, je dormais mal à cette époque-là. J'étais ministre de la Défense nationale et j'avais toutes sortes de scénarios en tête. Il a déjà discuté avec le chef de l'état-major des forces armées des conséquences d'une défaite fédéraliste. Les militaires ont élaboré des plans. Durant cette fin de semaine, les chasseurs F-18 quittent leur base de Bagotville. Ils s'envolent vers des bases américaines en Virginie et en Caroline du Sud. On craint qu'ils ne deviennent des pions dans une négociation suite à une victoire souverainiste. Les plans prévoient une sécurité accrue dans toutes les installations militaires au Québec et dans les immeubles fédéraux jugés stratégiques comme la Maison de Radio-Canada à Montréal.